Bonjour à tous et à toutes et merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne. Et aujourd'hui, nous allons parler de à qui profite l'argent public de la politique agricole commune, la PAC. Mais avant, je tiens à vous présenter la base. La base a été créée pour accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. La base, c'est un lieu de 700 mètres carrés dans le centre de Paris, au 31 rue Bichat, donc avec un bar associatif, un espace convivial ouvert au public. Et donc, la base est un lieu d'échange et de synergie et c'est une porte d'entrée vers l'engagement citoyen. La base organise donc des événements gratuits tous les soirs de la semaine au rez-de-chaussée afin de sensibiliser, d'informer et de former. La base propose aussi de rejoindre des organisations et de participer à des mobilisations concrètes comme des pétitions, marches pour le climat, actions non violentes, etc. Donc, en plus d'être une porte d'entrée vers l'engagement, la base s'est fixé deux autres objectifs, c'est d'apporter un soutien logistique et de créer du lien entre les différents acteurs du mouvement pour le climat et la justice sociale. Et donc, pour cela, dans les 3 étages du bâtiment, il y a un espace de coworking, des bureaux, des salles de réunion et des espaces de stockage. Donc, depuis son ouverture en mars 2019, la base est devenue une communauté qui regroupe des dizaines d'organisations, des centaines de bénévoles et des milliers d'adhérents. Mais aujourd'hui, comme lors du premier confinement, la base est fermée et donc ça concerne le bar où se passent les événements, mais aussi les espaces de travail où les organisations ne peuvent plus venir. Et donc, comme il était hors de question de laisser un tel lieu vide en plein Paris et en pleine crise, on a repensé les espaces de la base pour les adapter à la situation et les rendre le plus utiles possible. Donc avec par exemple la distribution de bons, des permanences, avec l'association La Cloche, le soutien aux commerçants du quartier, des maraudes alimentaires et vestimentaires, etc. Et donc évidemment, on continue d'informer sur les réseaux sociaux notamment et de former avec des événements en ligne comme celui de ce soir. Donc, cependant, bien qu'à la base on soit mobilisé et actif, on doit faire face aussi à un danger financier important à cause de la fermeture, justement, avec le bar qui nous apportait une grosse partie de nos finances. On perd aujourd'hui à peu près 60% de nos revenus, mais on a toujours des charges avec le loyer. Donc, on vous propose, enfin, si vous voulez que la base perdure, de faire un don sur notre site www.labase.paris/don. Donc voilà, merci par avance pour le soutien. Et donc, je vais passer la parole à Laurie Debove, Amélie Poinceau, Aurélie Trouvé et Mathieu Courgeot, donc, qui vont nous présenter le thème de ce soir et qui vont vous parler de la PAC. Voilà. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci de suivre ce live. J'ai la chance d'animer cette table ronde. Je suis Laurie Debove, rédactrice en chef du média indépendant et écolo La Relève et la Peste. Et ce soir, je suis entourée de Mathieu Courgeot, qui est paysan en Vendée et président de la plateforme pour une autre politique agricole commune, Amélie Poinceau, qui est journaliste spécialisée dans l'agriculture à Mediapart, et Aurélie Trouvé, agroéconomiste, maître de conférences à AgroParisTech et également auteur du livre « Le business est dans le prix ». La PAC représente une enveloppe budgétaire très importante de l'Union européenne et c'est 9 milliards d'euros par an en France. Le but donc de l'événement de ce soir, c'est de décrypter un petit peu et de dévoiler les rouages de la PAC, à qui profite-t-elle vraiment, quel type d'agriculture elle soutient et comment les citoyens peuvent-ils faire influencer les politiques publiques autour de la PAC pour aller vers une transition agroécologique plus vertueuse des humains et de l'environnement. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mathieu Courgeot qui va pouvoir vous présenter un petit peu la plateforme pour une autre PAC, pourquoi elle s'est créée et quels sont ses constats sur le paysage de l'agriculture européenne. Mathieu, c'est à toi. Très bien, merci Laurie. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, la situation actuelle de l'agriculture, elle est compliquée. Hein. Il y a un constat qu'on partage, nous, nos 45 organisations. D'abord sur le volet paysan, où ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 200 fermes qui disparaissent chaque semaine, qu'il y a un quart des paysans qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc ce sont des chiffres assez importants.
Un constat environnemental aussi qui est assez grave, hein, avec une disparition de la biomasse d'insectes depuis 30 ans d'environ 70%. Donc c'est avec l'agriculture qui a une part importante de responsabilité dans cette chute, qui est très en lien aussi avec l'utilisation de pesticides, où on a une hausse là depuis une dizaine d'années d'environ 25%. On a aussi un impact fort du système agricole et alimentaire sur l'émission de gaz à effet de serre, hein, avec environ 25% du total des émissions de gaz à effet de serre en France qui est dû au système agricole et alimentaire. Enfin, un constat aussi sur les modes d'élevage, hein, sur le bien-être animal, où aujourd'hui on a certaines productions qui sont encore très problématiques d'un point de vue bien-être animal, hein, typiquement l'élevage de porc, où on a à peu près 95% des animaux qui sont élevés en bâtiment et une petite minorité qui est élevée sur paille, par exemple. Et puis enfin, un constat sur l'alimentation, où après la crise du Covid, enfin ou pendant la crise du Covid, on est aujourd'hui à environ 8 millions de nos concitoyens qui font appel alimentaire. Donc voilà, donc ce constat-là où on a des paysans qui sont de moins en moins nombreux, assez appauvris, avec à l'autre bout de la chaîne des consommateurs qui, pour beaucoup, ont du mal à s'alimenter, pour un certain nombre ont du mal à s'alimenter et pour d'autres ont du mal à s'alimenter comme ils le souhaiteraient, avec des impacts environnementaux et sur le bien-être animal importants. Voilà, donc c'est le constat global qu'on a fait. Et que ça, en fait, il y a plein de choses qui se passent bien aussi en agriculture et en fait qui sont pas assez soutenues, quoi. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on souhaiterait mettre en avant, avec un secteur agricole qui est très soutenu par une politique qui s'appelle la PAC, la politique agricole commune, et qui est vraiment un outil d'orientation du modèle qui est extrêmement important, qui est la base en fait de l'agriculture aujourd'hui. Et donc, en fait, nos organisations se sont dit, mais il faut ensemble qu'on travaille sur ce sujet-là et qu'on saisisse vraiment l'opportunité de la réforme de la PAC là, qui se passe en ce moment pour essayer de réformer cette politique-là pour changer vraiment le système agricole. Voilà, donc du coup, ce constat-là nous a fait dire qu'il fallait travailler ensemble. Et donc, en 2017, on a commencé à travailler ensemble, 45 organisations de 4 milieux, on va dire, différents. D'abord, il y a des organisations paysannes, des organisations de paysans, des associations de protection de l'environnement et de bien-être animal, des organisations de solidarité internationale. On y viendra, mais la PAC, en fait, elle a aussi, notre système agricole actuel, il a aussi des impacts sur les pays du Sud, hein, notamment en Afrique de l'Ouest, par exemple, avec l'exportation de poudre de lait, mais aussi, et puis une quatrième famille d'organisations que sont les organisations de citoyens consommateurs. Voilà, donc c'est vraiment cette alliance originale entre organisations paysannes et organisations citoyennes qui ont décidé ensemble de travailler sur ce sujet qu'est la PAC. Avec peut-être un dernier mot sur comment on fonctionne, quelle approche on a. Je pense que c'est très important de bien saisir qu'en fait, en agriculture, tout est lié en fait. Et donc, on est obligé d'avoir une approche très systémique. On ne peut pas se contenter de travailler que les questions environnementales, que les questions sociales, que les questions de commerce. En fait, il faut traiter toutes ces entrées d'un seul coup, en fait, pour essayer vraiment d'avoir une approche qui soit la plus systémique possible et qui soit porteuse du plus d'efficacité dans les nécessaires transitions. Voilà. Effectivement, c'était très clair. Merci beaucoup Mathieu. Du coup, je vais me tourner vers toi, Amélie. L'agriculture, l'alimentation, ce sont des sujets qui ont le vent en poupe dans la société et dans les médias. Toi, c'est ton cœur de métier chez Mediapart. Quel est ton regard de journaliste qui s'intéresse à ce sujet-là sur l'état de l'agriculture en Europe, en France, dans le monde et quels sont les enjeux principaux auxquels on fait face selon toi? Pense bien à ton micro, Amélie. Voilà, juste le démarrage, voilà. Merci Laurie, oui, donc effectivement, c'est des sujets qui suscitent beaucoup d'intérêt et je peux aussi en témoigner directement par le fait qu'en fait, la rubrique entre guillemets agriculture à Mediapart est assez récente en réalité. Ça fait 1 an et demi à peu près que je travaille sur ces questions à Mediapart et c'est vrai qu'on a tout de suite constaté un intérêt énorme dans voilà, la lecture de nos articles, les commentaires que ça suscite et la façon dont ça peut être repris et ça peut effectivement circuler sur les réseaux sociaux ou autres. Donc, alors qu'auparavant, en fait, on ne traitait pas beaucoup des enjeux agricoles. Donc, effectivement, ça suscite beaucoup d'intérêt. Alors, moi, sur le monde agricole aujourd'hui, je dirais qu'un petit peu comme Mathieu Courgeot, en fait, il est assez
il est assez varié ce monde agricole. On a effectivement une agriculture industrielle qui est directement soutenue par la PAC et par aussi les directives du ministère de l'Agriculture en France. Mais de l'autre côté, on a aussi beaucoup de paysans, de paysannes, d'agriculteurs et d'agricultrices qui essayent en fait d'innover, d'avoir d'autres modes de production. Donc c'est difficile, je trouve, en fait, d'en faire un tableau comme ça uniforme. Il y a vraiment, on dit souvent, il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs, et c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, du coup, d'avoir une image assez nette de ce qui se passe. En tout cas, il y a effectivement un modèle qui reste dominant en volume, hein, c'est effectivement cette agriculture industrielle. Mais voilà, encore une fois, c'est une image, je dirais, assez contrastée qu'il faut avoir. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas oublier que tous ceux qui aujourd'hui essaient de continuer à pratiquer une agriculture biologique, agroécologique, etc. En fait, c'est pas nouveau non plus. En fait, c'est quand même des modes de production qui existent depuis toujours, et il y a des gens qui n'ont jamais arrêté. Moi, j'ai rencontré beaucoup sur le terrain des agriculteurs. Je pense notamment à un producteur il faisait entre autres de la betterave, mais il faisait aussi beaucoup d'autres choses dans la Beauce. Donc, a priori, un terrain où on s'imagine que tous sont dans un mode de production très très industriel. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un qui déjà son père dans les années 70 faisait de l'agriculture biologique contre vents et marées à l'époque. Donc aujourd'hui, effectivement, ça devient un peu plus tendance, entre guillemets. Il y a une attente sociétale qui est plus forte, mais voilà, ça fait des décennies quand même que des gens produisent de façon très respectueuse de l'environnement. Merci beaucoup. Et effectivement, heureusement d'ailleurs qu'il y a eu ces pionniers et ces pionnières, dont certains font partie de la plateforme pour une autre politique agricole commune. Mathieu, est-ce que tu veux ajouter un petit mot sur l'historique de l'agriculture, ou est-ce que je peux tout de suite me tourner vers Aurélie pour la PAC, ce que c'est exactement? Non, je pourrais, mais Ok, on avance. Donc Aurélie, la PAC, les politiques publiques sont largement responsables du modèle agricole et alimentaire qu'on a aujourd'hui en France, mais aussi en Europe et puis par ricochet dans le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est, comment ça fonctionne et quels sont ces différents impacts justement socio-économiques un peu partout? Alors, je vais tenter, merci d'abord pour l'invitation, puis je vais tenter, c'est une gageure, de faire ça en 5 minutes. Donc, je mets mon chronomètre, voilà. Alors, la politique agricole commune, quand même, faut revenir sur ce que ça a été jusque dans les années 90. C'était en fait essentiellement une politique pour réguler les marchés, c'est-à-dire on considérait que les prix internationaux n'étaient pas les bons signaux et qu'il fallait en fait déconnecter les prix intérieurs européens des prix internationaux pour pas qu'ils varient trop et qu'il n'y ait pas trop de crise de surproduction, etc. Surtout, il fallait donner de la visibilité pour des investissements parce que on a eu aussi, ça a été toute une phase de très forte augmentation de ce qu'on appelle la productivité du travail, c'est-à-dire la capacité de produire une certaine quantité par travailleur, donc ce qu'on peut appeler le modèle productiviste. En tout cas, on était vraiment dans cette optique-là, et c'est pour ça qu'on régulait les prix, les volumes, etc. Bon, on le régulait par des prix garantis, par des aides aux exportations, et aussi par des droits de douane. Voilà, tout ça a été dérégulé fortement à partir des années 90, mais en plus, les droits de douane ont été abaissés par le biais notamment d'un accord à l'Organisation mondiale du commerce. Et ensuite, ce qui a pris le relais, c'est la multiplication des accords de libre-échange pour diminuer toujours plus la protection aux frontières européennes. Voilà. Et c'est quoi la conséquence du coup déjà de ce premier volet, cette première évolution de la PAC? C'est qu'on a des prix aujourd'hui extrêmement volatiles, y compris donc sur les marchés qui étaient très régulés, comme le bovin laitier, le bovin viande, ou encore les céréales, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est des productions qui subissent, comme les autres d'ailleurs, des prix extrêmement volatiles, et donc et en plus, c'est aligné sur des prix internationaux qui sont eux-mêmes de plus en plus volatiles. Donc, on a vraiment pour les agriculteurs, ce qui est nouveau pour beaucoup de productions, c'est que on a vraiment un nouveau contexte de très forte instabilité des prix et des revenus. Ça, tout agriculteur pourra, je pense, et donc Mathieu, évidemment, vous en parler. Et ça fait quoi? Ça a accéléré la sélection des exploitations agricoles. Quand je dis sélection, c'est la concentration des exploitations,
par une mise en concurrence des exploitations entre les pays, notamment à l'intérieur de l'Europe et avec l'extérieur de l'Europe, un nivellement vers le bas également je dirais des règles environnementales, sociales, etc., pour être le plus compétitif possible, entre guillemets. Voilà, donc ça, c'est les impacts de la dérégulation des marchés. Et alors, pour compenser cet alignement des prix intérieurs sur les prix internationaux, qu'est-ce qu'on a fait dans les années 90 ? On a dit, bon, on va compenser ça, on va verser aux agriculteurs directement des aides. Et ces aides, aujourd'hui, en fait, elles sont versées déjà par hectare et pas par actif agricole, pas par personne qui travaille dans l'agriculture. Ça, c'est très important parce que, du coup, c'est une subvention au capital à l'hectare. Donc, plus on est grand et plus on touche des aides. Ça pousse à l'agrandissement des exploitations. Ça pousse aussi à une hausse des prix du foncier. Et puis, c'est des aides qui sont pas plafonnées ni par exploitation ni par actif. Donc, on compte en Europe qu'on a à peu près 80% des aides qui sont touchées par 20% des exploitations, souvent les plus grandes, évidemment. Et puis, autre élément, c'est qu'en plus, il y a plein de règles qui font qu'aujourd'hui, par exemple en France, il y a une étude qu'on a faite qui montre, à partir de plein d'indicateurs, que en moyenne, plus les indicateurs environnementaux sont mauvais pour une exploitation et plus elle touche d'aides par hectare. En tout cas, on l'a fait par exemple pour le secteur laitier. Et puis, moins elle maintient l'emploi par hectare et plus elle touche des aides, quoi. Vous voyez, donc il y a quand même un vrai problème de légitimité sociale et environnementale. Et puis, pour finir, c'est des aides qui sont touchées, quels que soient les prix et les revenus. Donc, parfois, pour certains revenus très faibles, c'est le cas, il y a beaucoup d'exploitations dont les exploitants sont sous le seuil de pauvreté, là, les aides sont insuffisantes. Puis d'autres fois, c'est des aides vraiment indues. Quand c'est par ailleurs des exploitations qui touchent déjà des forts revenus et qui, en plus, touchent ces aides-là, voilà. Donc, il y a une légitimité, en tout cas très discutable sur le plan social et environnemental, alors même que c'est aujourd'hui quasiment 10 milliards d'euros par an d'aides en France et que ça concerne, quand on prend les statistiques, à peu près 2/3 du revenu agricole, les aides de la PAC. Donc, évidemment, là, il y a une question finalement de qu'est-ce qu'on fait, comment on peut retravailler cette distribution des aides de la PAC. Puis pour finir, il y a un dernier paquet d'aides dans la PAC aujourd'hui qui s'appelle ce qu'on appelle des aides du second pilier de la PAC qui correspondent au développement rural. En fait, on trouve quoi ? Les mesures agro-environnementales, les aides aux zones défavorisées, des aides à l'installation et à l'investissement. Ces aides sont censées compenser ou en tout cas mieux répondre aux demandes sociétales. Là, on a un problème, c'est que ce budget-là du second pilier, il est beaucoup trop faible, bien plus faible que le premier pilier, c'est à peu près 20% des aides. Par ailleurs, par exemple, vous prenez le budget des mesures agro-environnementales, il ne fait que baisser depuis les années 2000. Et puis, pour finir, il y a même des aides comme les aides à l'investissement qui posent quand même sérieusement question parce que ça a plutôt tendance à booster des investissements qui parfois ne seraient pas réalisés sans cela. Et ça peut être en contradiction, je vais finir là-dessus et j'y reviendrai tout à l'heure, avec ce qu'on appelle l'agriculture économe autonome, avec l'agroécologie, c'est-à-dire le fait peut-être de ne pas trop s'endetter et d'avoir des économies dans les intrants, etc., et dans les machines et compagnie pour avoir une agriculture plus résiliente. Voilà, je dirais, pour ces effets de la PAC, je ne reviendrai pas sur l'affaire du dumping dont a parlé Mathieu, et puis je crois que tout à l'heure, on parlera un peu plus des alternatives, et c'est pas pour dire, je finirai là-dessus, moi je ne suis pas du tout pour et je crois que c'est évidemment le cas de la plateforme pour une autre PAC, pour dire il ne faut pas de PAC, mais il faut reconstruire, il faut refonder la PAC, la relégitimer sur le plan social et environnemental, ça sera le meilleur moyen de garder un budget de la PAC important. Voilà. Du coup, ce qui est frappant, Aurélie, quand on t'écoute, c'est qu'on s'aperçoit que la PAC, elle est vraiment conçue comme des subventions qui vont plutôt vers un système agro-industriel bien rodé, bien mis en place, en encourageant à la fois la mécanisation et la dépendance aux produits chimiques des paysans, et aussi en les rendant dépendants quelque part et en ne les rendant plus maîtres de leurs propres pratiques agricoles. Donc, la question qu'on va se poser maintenant à présent lors de cette table ronde, c'est qui profite de la PAC ? C'est tout l'enjeu d'une campagne de mobilisation qui est portée aujourd'hui par la plateforme pour une autre PAC. C'est la raison de ce live. Donc, écoutez bien parce que c'est assez effarant. Et Mathieu, je vais commencer par te poser la question. Qui profite de cette PAC ? Quels sont les acteurs de l'agro-industrie qui en bénéficient le plus ? Alors en fait, la PAC,
les 9 milliards d'euros par an dont bénéficie la France pour la PAC, dont parle Aurélie Trouvé tout de suite, c'est le principal va pour les agriculteurs. Donc ça, c'est de l'argent qui va dans la poche des agriculteurs. Mais ce qu'on dit, nous, en fait, c'est qu'il fait, pour la majorité, il fait que passer par la poche des agriculteurs et pas par la poche de n'importe quel agriculteur. En fait, que c'est plutôt une politique, la PAC, qui a été faite par et pour l'agro-industrie, l'agro-business, en fait. Si je prends quelques exemples, dans le rapport qu'on a sorti effectivement sur la campagne Basta, donc l'idée, c'est de dénoncer un système agro-industriel qui bénéficie de la PAC. Donc les Basta, c'est un acronyme un peu comme les GAFA pour dénoncer les grandes entreprises de l'agroalimentaire. Si je prends quelques exemples, on a des entreprises qui bénéficient directement de la PAC, ça existe aussi. Donc on a Saveol, par exemple, qui est une grosse entreprise qui fait des tomates hors sol sous serre chauffée en Bretagne, qui reçoit par exemple 7 millions d'euros par an directement de la PAC. Donc ça, on se dit, alors que d'un autre côté, on a par exemple des maraîchers bio en vente directe qui sont quasiment pas aidés par la PAC. On dit, voilà, est-ce que c'est une bonne utilisation de l'argent public que de mettre autant d'argent sur un système qui a quand même des impacts assez forts sur l'environnement, sur l'emploi, etc. Deuxième exemple, on a des entreprises qui bénéficient indirectement de la PAC via le système qu'on dénonce. C'est-à-dire, l'exemple le plus frappant, c'est Bigard, donc les steaks Charal, où on a des producteurs de viande bovine, des agriculteurs qui élèvent des vaches pour la viande, qui, pour une grande partie, gagnent quand même très mal leur vie. En 2017, en moyenne, c'était à peu près 1 000 euros par mois. Quand on connaît le montant du capital à investir, quand on connaît les horaires de travail, c'est quand même pas beaucoup du tout, quoi. Et il y en a même 10% qui gagnaient moins du seuil de pauvreté. Et donc, on a ça, les producteurs de viande bovine à un bout, qui reçoivent aussi des montants très importants d'aide de la PAC. Et on a qui est devenu la 150e fortune française, alors que les éleveurs à l'autre bout ont du mal à joindre les deux bouts, quoi. Donc on se demande, et avec un montant important d'argent de la PAC, donc on se dit, mais en fait, l'argent de la PAC, il va directement dans la poche de Jean-Paul Bigard. Donc là, voilà, on se rend compte qu'on a aussi un souci, quoi. Et puis un dernier exemple, j'aurais pu faire la même chose avec Lactalis, par exemple, qui, pour le coup, pressure ses producteurs, et Monsieur Beignet s'en met plein les poches aussi. Voilà, on a ce type d'exemple. Donc, certaines entreprises profitent directement de la PAC, d'autres de manière indirecte, mais en tout cas, la PAC telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle sert beaucoup plus ce système agro-industriel que l'agroécologie qu'on appelle de nos voeux. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne Basta, pour essayer de rendre public la façon dont est organisée la politique agricole commune aujourd'hui. Et je rejoins Aurélie pour dire que l'idée, c'est évidemment pas de dire la PAC, il n'en faut pas. Il en faut une, parce que les enjeux, ils sont au moins européens, donc il faut une politique commune au niveau européen. Mais en fait, vu les enjeux de la décennie à venir, que ce soit sur le renouvellement des générations de paysans, sur les enjeux climatiques, les enjeux de biodiversité, en fait, il faut vraiment avoir une réforme très profonde pour que l'argent public soit vraiment mis au service de l'agroécologie plutôt que de l'agrobusiness. Tout à fait. Donc finalement, là, on avait les GAFAM dans le domaine de la tech et maintenant, on a les Basta dans le domaine de l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Aurélie, toi qui as beaucoup travaillé sur ces sujets, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure du coup, on a aussi une forme d'industrialisation de l'agriculture qui est très prégnante et présente avec cette PAC. Comment ça se passe à agroécologie against agriculture industrielle en ce moment? Alors, moi, je voulais justement parler un peu plus de l'agro-industrie. En fait, des acteurs non producteurs agricoles, non agriculteurs, que sont l'agro-industrie alimentaire, mais aussi la grande distribution, tout ce qu'on appelle l'aval, et puis tout ce qu'on appelle l'amont, l'agrofourniture. Quel est le problème aujourd'hui? C'est qu'on a une concentration de plus en plus forte de ces acteurs-là. En aval, par exemple, on a 5 grands centrales d'achat qui font 90% de la distribution de la grande distribution des produits alimentaires. Ce qu'on se rend compte, par exemple, si on prend le secteur laitier, on a grosso modo 5 grands industriels laitiers qui font l'essentiel de la collecte laitière, dont Lactalis qui fait, je crois, 25%, il me semble, de la collecte laitière. Donc, avec un pouvoir de marché énorme et en plus des marchés captifs, parce que quand on est dans un territoire et qu'il n'y a que 1, 2, voire 3 collecteurs, on n'a pas trop le choix quand on est un paysan. Donc,
enfin, voilà, on est quand même ce qu'on appelle captif, voilà, de cet aval, et en plus avec des processus de concentration très forts au niveau aussi de l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites de PME, TPE qui aujourd'hui disparaissent en fait et sont souvent rachetés voilà, exactement. Donc on a, si vous voulez, cette concentration qui a lieu aussi dans l'agrofourniture. On a aujourd'hui une concentration, par exemple, des unités d'alimentation animale, très claire. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, en économie, c'est très clair. Personne ici n'irait dire le contraire. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un univers de concurrence pure et parfaite, comme le voudrait l'économie néoclassique standard. Bon, on est vraiment dans une situation de rapport de force extrêmement déséquilibré au profit de ces grandes entreprises de l'amont et de l'aval, avec, par exemple, si vous prenez le secteur laitier, 80 000 producteurs qui se retrouvent face à quelques grands industriels laitiers et quelques grandes centrales d'achat de la grande distribution. Et puis, à l'autre bout, vous avez les 65 millions de consommateurs. Et donc, entre les deux, il y a une sorte de goulot, moi, c'est un double entonnoir, vous avez une sorte de goulot d'étranglement avec cette grande distribution, cette grande transformation, qui ont un pouvoir de marché, qui font que, voilà, on a des rapports de force défavorables, de plus en plus défavorables, surtout dans un contexte de dérégulation de marché, de volatilité des prix, de suppression, par exemple, dans le lait des quotas laitiers. C'est-à-dire que plus on dérégule le marché, plus on laisse faire les forces du marché, en fait, et plus on laisse le champ à ces rapports de force défavorables aux producteurs. Vous prenez par exemple les résultats de l'Observatoire des prix et des marges du ministère de l'Agriculture. Sur 100 €, ce qu'on appelle les 100 € alimentaires, quand dans les années, encore il y a 10-20 ans, quand on avait 12 € qui allaient sur 100 € pour le monde agricole, aujourd'hui, vous n'en avez plus que 6 €. Voilà, pour l'agriculture, la pêche et l'aquaculture, sur ces 100 € alimentaires. Donc, le prix de revient a été divisé par 2, alors, de 12 à 6 €. En fait, c'est pas comme ça qu'on le calcule. Voilà, c'est une partie, c'est ce qu'on appelle une partie de la valeur ajoutée induite, celle qui va vers l'agriculture, la pêche et l'aquaculture. Voilà, c'est des résultats qu'on a aujourd'hui qui montrent clairement que voilà, dans ce qu'on consomme, nous en tant que consommateurs, il y a de moins en moins, c'est très clair, qui va vers le monde agricole. Et effectivement, vous avez raison, c'est lié alors au fait qu'il y a une baisse progressive des prix agricoles, même si elle a été effective depuis les années 60 en fait. Il y a une chute libre de tous les prix agricoles qui fait que la valeur ajoutée dans le monde agricole est de plus en plus faible. Donc, il y a de moins en moins de valeur ajoutée à se partager dans le monde agricole, Et donc, une captation de la valeur ajoutée... Alors, vous allez me dire, est-ce que ça bénéficie aux consommateurs? Même pas, parce que le prix, si on prend depuis les années 60-70, en fait, le prix de l'alimentation est resté à peu près stable, alors que les prix à la production ont chuté, Voilà. Donc, il y a une captation, effectivement. Cette baisse de prix, en fait, des prix agricoles, alors certes, elle a quand même bénéficié aux consommateurs un peu, mais elle a aussi beaucoup bénéficié à l'aval, Donc, voilà. Et d'autant plus dans un contexte de dérégulation de marché, qui par ailleurs, c'est un autre élément que je voulais souligner, cette dérégulation de marché, faut savoir d'abord que quasi toutes les décisions de dérégulation de marché, par exemple la suppression des quotas laitiers, les accords de libre-échange, vous avez en fait les représentants des grands industriels agroalimentaires ont toujours été en faveur de ça. Vous le regardez dans leur position. Mais pourquoi? Parce que ça les arrange, évidemment. C'est-à-dire que jusque dans les années 90, vous avez un marché européen bien régulé qui s'élargit peu à peu. Donc, ces industriels agroalimentaires, ils se font un peu la main dans un marché consolidé, régulé, etc. Mais ils captent toujours plus de parts de marché parce que l'Europe s'élargit, notamment aux pays de l'Est. Et puis, quand ils sont assez forts, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les frontières. Ils peuvent bénéficier et on dérégule les prix. Ils peuvent bénéficier de prix agricoles sur lesquels ils font pression, mais en plus, ils peuvent délocaliser et réimporter ou surtout importer des produits moins chers. Bon, vous voyez, donc c'est une dérégulation de marché qui va plutôt dans leur sens. Et puis, pour finir, ces aides directes, ça a été dit par Mathieu. Donc, parallèlement, il y a ces aides directes de la PAC qui, en fait, on peut considérer que c'est un soutien indirect aussi à l'agroalimentaire parce que ça a surtout permis d'avoir des prix qui ne couvrent pas les coûts de production, les prix agricoles. Donc, ça permet surtout aux industriels de bénéficier de produits agricoles qui sont quand même avec des prix extrêmement faibles. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire face à ça? Juste 3 éléments rapidement. 1, réguler les marchés. Voilà, c'est ce que porte la plateforme pour une autre PAC, et notamment réguler les marges
Ça se fait dans d'autres pays, dans certains secteurs de production. Par exemple, dans le lait aux États-Unis ou au Canada, on régule les marges des industriels. Voilà. Donc, réguler les marges, les prix, etc. Et remettre aussi des outils de régulation des volumes. Deuxièmement, booster à mort les circuits courts, l'approvisionnement local des cantines et tout ça, mais ça demande de passer à une étape bien supérieure par rapport aux politiques actuelles. Et puis, troisièmement, c'est ce que disait Mathieu, c'est l'agroécologie, c'est-à-dire vraiment promouvoir un modèle de production agricole qui s'autonomise de plus en plus par rapport à l'agrofourniture, par rapport à l'aval, pour être beaucoup moins dépendant, beaucoup plus résilient, en diminuant, si possible, les consommations intermédiaires et le capital, ce qu'on appelle le capital fixe, les bâtiments, les machines, etc., pour pouvoir sortir plus de richesses, parce que du coup, peut-être qu'on produira pareil ou un tout petit peu moins, mais en tout cas, on aura beaucoup moins de charges. Donc finalement, on aura produit plus de richesses. Voilà. Tout à fait. Et sur cette question de l'autonomie des paysans et des fermes, il y a un nouveau type d'agriculture qui est beaucoup promu en ce moment, notamment par certains médias, qui est l'agriculture dite de précision, qui va plutôt avoir recours à des solutions technologiques, voire high-tech. Est-ce que toi, Aurélie, ou toi, Amélie, vous pouvez me parler un petit peu de ce phénomène et nous dire comment il pourrait peut-être menacer des solutions plus agroécologiques et vertueuses? Je ne sais pas si Amélie, tu veux dire moi, peut-être c'est plus sur l'aspect européen, parce qu'après, j'ai pas travaillé directement sur le terrain sur ces questions-là. J'ai pas encore enquêté, étudié vraiment ces techniques d'agriculture de précision. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que au niveau européen, c'est actuellement ce que promeut, entre autres, la Commission européenne. Et en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui probablement va être valorisé, voire subventionné dans la nouvelle PAC. Puisqu'il est question de promouvoir voilà, toutes les techniques numériques, digitales, etc. Et il est probable, mais ça, on n'a pas encore on n'a pas encore le contour définitif des éco-régimes qui sont en fait une des enveloppes qui va être comprise dans le premier pilier des aides de la PAC, donc dans cette nouvelle PAC. Donc ces éco-régimes, ils vont être attribués selon différents critères. Donc, en théorie, c'est pour favoriser l'agriculture, disons, respectueuse de l'environnement. Donc, ce sera une enveloppe de 20 ou 30%, on ne sait pas encore bien, ça se débat entre le Parlement et le Conseil, mais donc au sein du premier pilier. Mais en fait, là, il risque d'y avoir voilà, du greenwashing et en tout cas, l'agriculture de précision pourrait être introduite dans ces éco-régimes, alors qu'elle ne signifie pas forcément, elle n'apporte pas forcément de garantie sur effectivement une agriculture plus verte et plus respectueuse de l'environnement. Ce sont simplement des techniques. Alors peut-être que oui, dans un certain nombre de cas, la surveillance par drone, la commande électronique peut effectivement aider à une agriculture biologique ou agroécologique. Mais on n'en est pas certain. C'est juste un outil. Voilà. Puis encore une fois, du coup, la question des ressources, de l'énergie utilisée pour faire marcher toutes ces technologies-là au sein des champs. On a plein de fermes qui se situent parfois dans des zones blanches, donc on imagine mal parfois d'autres solutions plus tech s'y implanter. Aurélie, tu voulais compléter quelque chose sur l'agriculture de précision ? Non, mais ça a été très bien dit. Du coup, voilà, c'est effectivement, en fait, c'est complètement à l'inverse de l'agroécologie qui vise à s'adapter mieux aux écosystèmes pour justement baisser cette dépendance aux achats. Donc, c'est des rotations diversifiées en grande culture qui vont au-delà du blé colza orge. C'est de réimplanter des prairies, du pâturage permanent, etc., pour augmenter les rendements fourragers. C'est remettre des infrastructures agroécologiques type les haies, les mares, les bosquets, etc., parce que ça a plein de vertus sur le plan écologique. Puis c'est aussi et surtout la complémentarité culture-élevage dans les exploitations et dans les territoires. Ça, c'est un peu voilà, les bases de l'agroécologie. Et à l'inverse, enfin, c'est pas que c'est à l'inverse, mais c'est-à-dire que c'est une autre logique que de dire, en fait, il va falloir encore s'endetter et encore acheter des nouvelles technologies, endetter les exploitations, plus dépendre des banques pour pouvoir en fait, répondre d'une autre façon, qui est ce qu'on appelle l'agriculture de précision par le GPS, le drone, etc. Bon, mais qui quelque part est en confrontation directe avec cette idée d'autonomie par rapport à l'extérieur. Voilà.
Peut-être si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est je crois qu'il faut aussi réfléchir à l'ampleur des changements qu'il y a à mener là dans les 10, 15, 20 ans à venir et de réfléchir à est-ce que ces systèmes-là d'agriculture de précision, ils pourront vraiment permettre de relever ces enjeux-là. Enfin, la question, elle n'est pas d'être pour ou contre la technologie. Hein. Moi, je suis paysan, j'utilise un tracteur, j'utilise un GPS, etc. Donc, la question, c'est est-ce que la technique, est-ce que ces technologies-là, elles sont au service de l'agroécologie ou pas, quoi. En gros, c'est ça la question. Et moi, ce qui me semble, hein, c'est que dans ce qui est proposé par la Commission européenne, c'est que peut-être qu'on arrivera, si on parle juste du changement climatique, qu'on arrivera à relever, à réduire un petit peu à la marge les émissions de gaz à effet de serre. Mais tant qu'on n'a pas une politique agricole commune, une PAC qui encourage vraiment un changement systémique de nos modèles agricoles, qui n'encourage pas une majorité d'agriculteurs à vraiment faire évoluer leurs pratiques, et ben en fait, on aura du mal à relever ces enjeux-là, quoi. Donc en fait, ces politiques d'encouragement à l'agriculture précision, elles seront juste inefficaces, quoi. On aura investi beaucoup d'argent dans un truc qui n'est pas efficace. Tout à fait. Et alors justement, comment on change les choses? Quelles sont les marges de manœuvre au niveau politique? Amélie, je vais te laisser présenter un petit peu le calendrier de ce qui se passe en ce moment, parce qu'en ce moment, la PAC est en train de se dessiner pour les 6 prochaines années et tout le monde sait, en tout cas toutes les personnes qui s'intéressent à l'écologie ont bien compris que la décennie 2020-2030, elle est cruciale pour réussir à respecter certains seuils climatiques à ne pas dépasser. Parce qu'on parle des objectifs, mais clairement, ce sont des seuils qu'il ne faut pas dépasser. Donc, Amélie, je te donne la parole sur l'agenda politique de la PAC. Oui, alors l'agenda européen, en fait, il s'étend déjà depuis un certain temps et effectivement, on est encore dans cette négociation sur la nouvelle PAC, donc qui va s'étendre de 2021 à 2027. Donc en fait, le Parlement européen a voté un premier texte en octobre, donc ça a été assez long, hein, c'est un vote qui a duré plusieurs jours avec plus de 1000 amendements, c'était un vote assez important. Donc sur les contours de cette nouvelle PAC, c'est un texte qui est quand même assez précis, mais c'est pas du tout le texte définitif, parce que là en fait on est entré dans ce qu'on appelle le trilogue au niveau européen, donc c'est-à-dire cette période de dialogue de trilogue justement entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne, donc les 3 principales institutions européennes. Sachant que la Commission avait déjà établi une feuille de route, et en fait, la première feuille de route date même du mandat précédent, du mandat Juncker, donc en 2018. Donc, vous voyez, ça date déjà un petit peu. Et ensuite, Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, donc qui est arrivée fin 2019, a repris cette feuille de route là, quand même amendée, parce qu'en fait, elle a vraiment essayé de placer son mandat sous le signe justement du Green Deal et donc du changement climatique. Et donc, elle a très vite et très tôt affiché un objectif qui paraissait sur le papier comme ça assez ambitieux. Et donc, avec notamment cet objectif qui a été finalement amendé là encore donc en début d'année, enfin en début d'année dernière, donc qui est l'objectif de 55% de réduction des gaz à effet de serre pour 2030, donc demain. C'est-à-dire que là, il faut que toutes les politiques européennes soient orientées vers cet objectif-là. Or, ce qui s'est passé, c'est que derrière, la proposition de la nouvelle PAC n'a pas du tout été mise à jour, elle n'a pas du tout intégré cet objectif-là. Donc, en fait, on est dans une contradiction vraiment flagrante entre cet objectif affiché de la Commission von der Leyen et ensuite la copie qui a été présentée par le commissaire à l'agriculture et par le Parlement. Et puis, bien sûr, le Conseil des chefs d'État est encore plus frileux, puisque traditionnellement, le Conseil est beaucoup moins ambitieux et c'est quand même plutôt une résultante de stratégie nationale que d'une volonté commune d'avancer vers quelque chose de plus ambitieux. Donc là, maintenant, entre le Parlement, qui est quand même un petit peu plus progressiste, et le Conseil, les discussions vont se poursuivre, mais dans tous les cas, on est face à une nouvelle PAC qui ne prend pas du tout au sérieux cet enjeu du changement climatique. Il y a eu également de la part de la Commission une feuille de route biodiversité qui a été présentée. Ça, c'était au printemps, c'était pendant le premier confinement. Et 2 exemples, hein, par exemple, dans cette stratégie biodiversité présentée par la Commission européenne, il y a 2 objectifs notamment qui sont moins 50% de pesticides à horizon 2030 également, et 25% de la surface agricole européenne qui passerait en bio.
également à l'horizon 2030. Donc, vous voyez bien qu'avec des objectifs comme ça, et vu la PAC qu'on a à l'heure actuelle, on est encore très, très loin de pouvoir atteindre ces objectifs. Donc voilà, et pour terminer sur le calendrier, donc parallèlement à ces discussions au niveau européen, il y a les discussions au niveau national, puisque en fait cette PAC, elle doit être déclinée par chaque État membre dans son pays. Donc, et au niveau français, du coup, là, le ministère de l'Agriculture doit, d'ici le mois de juin, établir ce qu'on appelle le PSN, le plan stratégique national. Donc voilà, ça se fait parallèlement. Donc on ne sait pas très bien dans quelle mesure le ministère français va encore avoir des marges de manœuvre, mais je crains que les marges de manœuvre soient quand même assez réduites. Donc là, le risque, c'est que malgré le fait que le ministère français soit en train d'élaborer un PSN, il n'aura pas forcément force de poids avec ce document lors des négociations européennes. Non, il me semble que là, il s'agit plutôt, par exemple, de définir justement les éco-régimes que j'ai évoqués tout à l'heure, puisque là, clairement, en fait, les éco-régimes vont être déclinés à l'échelle nationale. Donc, chaque État, en fait, va être libre un petit peu de mettre ce qu'il y veut comme critère, ensuite pour pouvoir donc décrocher ces aides. Mais donc, il y a des enveloppes globales qui sont décidées au niveau européen, et puis après, chaque État peut les adapter et affiner les critères. Et c'est plutôt là que la discussion va se poursuivre au niveau français en tout cas. Et justement, au niveau français, Mathieu, quel est que peut faire finalement la population, les citoyens, les citoyennes pour s'impliquer, s'engager, mieux comprendre et porter les enjeux autour du visage agricole et alimentaire en France et en Europe? En fait, la PAC, c'est un sujet qui est très technique, qui est très compliqué, qui touche plein de domaines, parce que aussi l'agriculture est très diverse en France, mais néanmoins, c'est un sujet qui est extrêmement politique, quoi, parce que c'est ça qui permet, c'est ça qui oriente beaucoup les modèles agricoles qu'on a. Et donc, ce qu'on considère, c'est que ce qu'on trouve, c'est que ça a été un débat qui a été souvent confisqué par le monde agricole, ça a été un débat trop souvent agricolo-agricole, ce sujet de la PAC, et il me semble essentiel que justement qu'il soit accessible, qu'il soit compréhensible, et sur lesquels nos concitoyens puissent aussi s'exprimer, parce que quelque part, c'est leur territoire, c'est leur santé, c'est leur alimentation, c'est leur paysage, etc., c'est leur environnement. Donc, il nous semble qu'il y a un vrai besoin de réconcilier agriculture et vie, enfin, agriculteurs et citoyens. Et donc, c'est vraiment ce qu'on se propose de faire, nous. Et donc, on a un certain nombre de propositions là, qui permettraient justement cette réconciliation et cette prise en compte des enjeux de la décennie à venir. Là, tu l'as très bien rappelé. Notamment sur redonner des perspectives aux paysans. Je crois que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est essentiel. Hein. Redonner des perspectives en termes de revenus. Et donc là, ça passe par ce qu'a expliqué Aurélie sur la régulation des marchés, sur la répartition des marges, etc. Donc là, on a vraiment besoin de protéger les paysans. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. On a besoin aussi de donner des perspectives en termes de dynamique sur les territoires, de renouvellement des générations, hein, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a la moitié des paysans qui vont partir à la retraite dans les 10 ans à venir. Donc, il y a un enjeu essentiel à renouveler les générations de paysans. Et là, on a fait un certain nombre de propositions très techniques pour pouvoir réorienter les aides vers les actifs, vers les paysans plutôt que vers les hectares. Donc, plutôt encourager les agricultures qui font travailler des gens plutôt que ceux qui ont plutôt tendance à la première chose. La deuxième, c'est vraiment sur la transition agroécologique où on a fait un certain nombre de propositions pour accompagner le secteur agricole dans sa transition, à la fois sur des pratiques qui sont assez éloignées du bio, par exemple, où on propose que vraiment, où que soit chaque agriculteur dans son territoire, il puisse s'engager sur 5 ans dans la réduction de pesticides, dans la réduction d'engrais azotés, par exemple. Donc là, c'est des mesures qui existent, mais qui sont aujourd'hui très peu financées, qui ne sont pas accessibles à tous. Moi, si je prends l'exemple de mes voisins, par exemple, s'ils souhaitaient s'engager sur la réduction des pesticides, en fait, sur mon territoire, il n'y a aucune politique publique qui les accompagnerait dans cette prise de risque. Alors, on se dit, mais il y a 9 milliards d'euros qui arrivent par an dans la PAC et il n'y a pas, pourquoi il n'y aurait pas d'argent qui irait vers mes voisins pour qu'ils prennent ces risques-là pour réduire leurs pesticides sur leur ferme, par exemple. Voilà, donc ça. Et puis, aussi des aides plus importantes sur la bio. Hein. Je crois qu'il y a un objectif de la Commission européenne à 25% de bio en 2030. Les agriculteurs bio demandent x5 en termes de budget pour accompagner le développement de la bio. Je pense que c'est des chiffres qu'il faut étudier de près. Et puis enfin, une dernière ambition qui est celle de la souveraineté alimentaire, qui est celle de la relocalisation de l'alimentation. Je crois que c'est un vrai défi
on nourrira pas toute la France en circuit court, c'est pas l'objet du débat, mais de vraiment mettre le paquet là-dessus et de relocaliser au maximum de ce qu'on peut faire. Je pense notamment à la filière des fruits et légumes, par exemple. Aujourd'hui, on importe environ 50% de ce qu'on produit sur les fruits et légumes dans un grand pays agricole comme la France. Donc, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et donc là, on a fait aussi un certain nombre de propositions pour essayer vraiment d'accompagner cette production parce que c'est générateur d'emplois sur les territoires, c'est générateur de santé pour ceux qui les mangent, les 5 fruits et légumes par jour. Ça recrée aussi la dynamique des circuits courts, etc., etc. Donc voilà, sur ces 3 bases-là, redonner des perspectives aux agriculteurs, faire la transition agroécologique et relocaliser l'alimentation. Voilà, je crois que c'est ces thématiques-là qu'on souhaite voir avancer et puis sur lesquelles on demande aussi un soutien de la part de nos concitoyens pour justement essayer de forcer le ministre de l'Agriculture à prendre en compte nos propositions. Et c'est vrai que ce que tu décris sur le fait de laisser le temps et l'opportunité aux agriculteurs de pouvoir changer de modèle agricole, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de crispation en ce moment dans les médias avec le terme d'agribashing qui est un peu brandi comme ça au tout venant ou au prétexte que les écologistes seraient contre les agriculteurs. Alors, on le précise ici pour le live de ce soir, ce n'est pas du tout le cas de la plateforme pour une autre PAC puisqu'elle est aussi majoritairement composée de gens qui travaillent, qui sont soit paysans ou qui sont issus du monde agricole et qui travaillent avec eux. Le but, c'est bien de laisser le temps aux agriculteurs de pouvoir changer de système. Et un système agroécologique, c'est un système complexe. Et quand on part sur des sols qui ont été fragilisés, voire dévastés dans certains cas par l'agriculture chimique, et ben forcément, il y a un temps de régénération des sols qui est incompressible, impondérable, et pour lequel ils ont besoin d'être accompagnés en termes de soutien financier, mais aussi en termes de soutien humain, technique, mise en commun du matériel. Aurélie en parlait tout à l'heure. Alors, on a quelques questions du public et justement, Aurélie, je vais commencer par toi. La première question qui nous est posée, c'est qu'en est-il du dumping et de la concurrence sur les marchés mondiaux et la concurrence avec les États-Unis? Qu'en est-il de la concurrence? D'abord, moi, je voudrais justement remettre en cause une idée, c'est que la concurrence vient de l'extérieur de l'Europe. En fait, non. Aujourd'hui, on voit bien que la balance commerciale d'abord de la France, elle est en chute libre. Enfin, elle est quand même en train de diminuer fortement depuis 2013, mais pas vers les pays tiers, mais vers les autres pays européens. Et en particulier, un développement de l'exportation côté notamment Espagne, Pologne, Allemagne, etc. Bon. Il y a une concurrence d'abord intra-européenne très forte. Liée à quoi? Liée au fait qu'on est dans un espace de libre-échange avec des pays limitrophes, mais avec par ailleurs des normes sociales qui ne sont pas les mêmes. Je veux dire, les salaires ne sont absolument pas les mêmes d'un pays à un autre. On n'a pas de SMIC européen, on n'a pas de droit du travail européen. Évidemment, Amélie pourrait évidemment revenir sur tout ça, la question également des salariés agricoles et de la façon dont on les paye, de la façon dont on les traite, etc. Donc, il y a une forme de dumping social qui est évidemment très possible. Puis, il y a aussi une forme de dumping environnemental parce qu'en fait, les règles ne sont pas les mêmes non plus d'un pays à un autre. Certes, il y a eu des progrès qui ont été faits, mais pas suffisamment. Il faut absolument qu'il y ait des règles environnementales à l'échelle européenne pour éviter ce nivellement par le bas des règles environnementales. Et puis, je dirais qu'il y a aussi le fait, par exemple, vous regardez dans la filière porcine, le fait qu'on a par exemple, des structures de transformation dans le porc en Allemagne qui sont d'une dimension, ou des abattoirs en Allemagne porcins qui sont dans des dimensions beaucoup plus importantes. Et il y a des économies d'échelle, mais c'est aussi un modèle agricole. Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est-à-dire en jouant à la concurrence par les prix, est-ce qu'on veut un modèle où on ait des abattoirs 4 fois plus grands, donc moins d'emplois et plus de motorisation, mécanique, de tout ce qui s'ensuit avec ça? Est-ce qu'on veut des salaires plus bas encore dans l'agriculture? Je veux dire, on a tellement fait d'exonération de cotisations sociales dans l'agriculture sur les salariés qu'aujourd'hui, le salaire net, c'est quasiment le salaire brut chargé, quoi. Donc voilà, c'est tout. Je veux dire, il y a aujourd'hui une concurrence européenne qui interroge sur l'Europe de manière générale, cette Europe néolibérale de libre-échange qui ne se donne pas la capacité, qui ne se donne pas des règles environnementales, sociales permettant
voilà, de sortir de cette concurrence par le nivellement vers le bas des règles environnementales et sociales. Donc moi, je voudrais insister d'abord là-dessus. Et évidemment, effectivement, il y a aussi une concurrence avec les pays tiers de plus en plus forte via les accords de libre-échange qui se multiplient. C'est-à-dire à partir du moment où l'OMC est, entre guillemets, en panne, dans le sens où il n'y a pas de nouvel accord global depuis 1994, et ben, en fait, l'autre façon de continuer la dérégulation, la libéralisation des marchés et d'ouvrir encore plus à la fois les droits de douane, enfin de baisser les droits de douane, mais aussi de déréguler via la dérégulation des normes sanitaires, phytosanitaires, environnementales. Pour aller plus loin encore, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les accords de libre-échange bilatéraux avec des conséquences. Bon, là, on le voit sur le CETA ou avec le Canada ou avec le Mercosur, des conséquences quand même extrêmement fortes sur certaines filières sensibles. Je pense à la viande bovine, je pense au sucre et à l'éthanol, voilà, entre autres, au porc, évidemment. Voilà, on se retrouve en concurrence avec des modèles, je veux dire, qui n'ont rien à voir avec ce que souhaite la grande majorité des citoyens sur les façons de produire. Et pour finir, de toute façon, ça a été dit par Mathieu, la seule façon de vraiment connaître les conditions de production et d'être en phase avec la façon dont on produit les aliments, c'est quoi? C'est de relocaliser les activités. C'est qu'en fait, on produise pas loin de chez soi. C'est la seule façon de ne pas avoir... d'être sûr que ça n'a pas été produit avec des farines animales, si je prends le bœuf, avec des pesticides non autorisés en France, etc. quoi, voilà. Et c'est vrai que particulièrement en ce moment, avec le contexte sanitaire actuel, il y a beaucoup d'études qui ont été sorties, notamment de l'épidémiologiste Serge Morand, et qui font le lien entre l'élevage industriel intensif et le développement un petit peu de zoonoses. Donc il y a aussi quand même cet aspect sanitaire et sécuritaire à prendre en compte. Une autre question qu'on a, c'est que serait-il d'un revenu de base agricole, donc un revenu pour tous les agriculteurs et agricultrices? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Mathieu, peut-être. Je ne sais pas si tu dois y répondre. Non, mais en fait, ça fait. Je ne sais pas si c'est un revenu de base qu'il faut. En fait, les subventions telles qu'elles sont données actuellement, ça pourrait être quelque chose comme ça. Si on arrivait à avoir des subventions beaucoup plus versées à l'actif, ça pourrait être quelque chose un peu similaire. Mais voilà, je ne sais pas, peut-être qu'Aurélie elle veut compléter ou Amélie. Peut-être pour compléter, déjà, il faudrait que ce soit un revenu respectueux du temps de travail. C'est quand même le secteur agricole, où il y a beaucoup de travail dissimulé, voire non déclaré, puisqu'on parle souvent des agriculteurs, des agricultrices, mais en fait, le monde agricole, c'est aussi beaucoup de salariés agricoles. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux ils sont en tout cas plus nombreux que les chefs d'exploitation. Et on a vu, notamment pendant le premier confinement, tout d'un coup est apparue dans les médias la question des salariés agricoles, puisqu'on a réalisé qu'en fait, une grande partie de cette main-d'œuvre agricole venait de l'étranger, et que de nombreuses fermes, de nombreuses exploitations agricoles fonctionnent sur la venue saisonnière de personnes originaires d'Espagne, Portugal, Pologne, Roumanie, Maroc également. Enfin voilà, ça vient d'un peu partout. Bulgares aussi. Enfin, et ce sont des gens qui sont souvent sous-payés, en tout cas qui n'ont pas les mêmes droits à la sécurité sociale française, parce qu'en fait, moi j'ai pas mal bossé aussi sur des entreprises de travaux agricoles dans le sud de la France notamment, qui contournent la directive travailleurs détachés, la directive européenne travailleurs détachés, pour en fait faire venir donc de la main-d'œuvre étrangère à moindre coût. Voilà, il y a énormément de dérives qui sont assez peu contrôlées. Ça commencerait par ça, parce qu'après la législation, en fait, on l'a. Enfin, en France, on a quand même un revenu minimum. Il faudrait effectivement pouvoir l'appliquer dans le secteur agricole, et faire en sorte que tous ces travailleurs soient aussi mieux protégés, parce que c'est pas seulement la question du salaire, mais c'est aussi la question des protections lorsqu'on travaille. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à la limite du respect du droit. C'est un secteur sur lequel l'inspection du travail a du travail pour le coup. Et une autre question, Mathieu, c'est concrètement, comment de simples citoyens peuvent faire pression sur le ministère de l'Agriculture?
Eh ben, c'est une excellente question. Alors, nous, on a la force là, de nos 45 organisations qui représentent quand même une part importante de la société civile et puis d'organisations paysannes aussi. Donc, je crois qu'on a une force, nous, en tant qu'organisation, mais ça paraît essentiel que nos concitoyens qui sont d'accord avec ce qu'on peut proposer, ils puissent s'engager aussi avec nous pour les soutenir, pour vraiment faire pression sur le gouvernement, parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a un ministre de l'Agriculture qui reste relativement sourd à nos demandes. Donc, il faut mobiliser beaucoup pour pouvoir lui faire entendre nos propositions et pouvoir gagner un certain nombre de choses pour remettre en question la façon dont fonctionne la PAC actuelle. Voilà, donc aujourd'hui, notre crainte, c'est qu'on ait soit un statu quo, qu'on ait des changements vraiment à la marge sur la PAC, ou alors qu'on ait une fuite en avant. On a parlé de l'agriculture de précision, par exemple. Donc, voilà, on est plutôt dans ce cadre-là dans l'état de nos réflexions aujourd'hui, et qu'il y a absolument besoin de mettre une grosse pression sur Julien Denormandie, donc le ministre de l'Agriculture, pour que vraiment on puisse se faire entendre, qu'on soit audible, qu'on soit incontournable. Et donc, voilà, on a lancé cette campagne Basta, là, qui va être une campagne au long cours. Donc, on a eu une première phase de dénonciation. Là, l'événement de ce soir, ça nous permet de lancer dès demain une autre phase de notre campagne qui est plutôt sur nos propositions. Donc, dès demain à 10h, il va y avoir un certain nombre de groupes locaux de nos organisations membres qui vont interpeller le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et de l'Alimentation, pas de l'Environnement, justement. Et voilà, donc on appelle vraiment toutes les personnes qui seront présentes ce soir à participer à nos côtés en suivant nos réseaux sociaux et puis pour relayer les actions. Et puis, on va aussi proposer probablement une action en ligne qui va être dès demain et qui va se répéter tout au long des discussions sur la déclinaison de la PAC au niveau national. Super. Et il y a d'ailleurs un site internet qui va sûrement être ajouté dans les liens en commentaire si ce n'est pas déjà fait, qui s'appelle basta.pouruneautre-PAC.fr, sur lequel tout le monde peut retrouver à la fois des visuels de campagne, mais aussi des façons d'interpeller justement Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et aussi vos élus sur des thématiques précises tout le long de cette campagne qui va durer plusieurs mois. Je vais maintenant conclure cet événement. Merci beaucoup Amélie, Aurélie et Mathieu pour vos excellentes interventions sur ce sujet de société. On espère qu'on vous l'a fait comprendre, on ne le redira jamais assez. L'agriculture, c'est un pilier à la fois en tant que nous, société, comment on s'organise, comment on se construit, sur quelles valeurs et en termes de sécurité, de souveraineté alimentaire, mais aussi en termes de sécurité climatique, de résilience. Et ça, on ne le dira jamais assez. On n'en est qu'au début là, de la compréhension de tout ce qui nous arrive. On n'a pas évoqué, par exemple, le problème de la privatisation du vivant avec les semences, mais c'est pourtant un problème majeur dans l'adaptation au changement climatique pour avoir des semences, des graines donc qui sont plus résilientes, qui vont pouvoir s'adapter à la fois au territoire et aux changements à venir. Et puis, il y a aussi une question de solidarité, et donc de solidarité avec les agriculteurs qui aujourd'hui se retrouvent dans un système qu'ils n'ont pas choisi, que les politiques publiques leur ont imposé. Aujourd'hui, la plateforme pour une autre PAC lance cette campagne Basta justement pour faire en sorte que les politiques publiques, pour une fois, soient vraiment aiguillées au service de l'intérêt général et pas au service de l'intérêt privé qui profite à quelques grands groupes de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Je vous invite chaleureusement à lire le rapport pour une autre PAC à fait sur la campagne Basta, parce que c'est très bien décrit dans les 36 pages qui touche quoi, combien d'argent. Et puis surtout, ne manquez pas tous les prochains rendez-vous de ce mois-ci. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live ce soir. Merci, au revoir. Merci Laurie. Merci Au revoir. à vous tous. Et donc voilà, on est arrivé à la fin de cet événement très très intéressant. Donc je remercie encore Laurie Debove, Amélie Poinceau, Aurélie Trouvé et Mathieu Courgeot pour nous avoir parlé justement de la politique agricole commune et ses dérives et comment l'améliorer. Je remercie également Chloé François qui a organisé cet événement. Merci aussi à l'équipe, à la réalisation, on avait Hervé, Pierre-Julien à la modération Facebook.
Donc, ce live reste visionnable sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à le partager et puis à participer à Prix Libre si ce n'est pas déjà fait. Et donc, le prochain rendez-vous pour un événement avec la base, c'est le 16 février à 20h. Un événement ludique, immersif et pédagogique. Donc, en prenant le temps d'une soirée d'un représentant de la nation avec des acteurs, donc sur la thématique du nucléaire. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur l'événement Facebook, sur la page de la base. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite. Au revoir.